Ok, merci Solène. Bonjour à tous. Donc, on est l'agence Jade et Clos. Moi, je m'appelle Jade. Mon associé, c'est Clotilde, enfin, là sur votre écran. Donc, aujourd'hui, on va parler communication digitale et on vous a concocté en fait les 9 fausses bonnes idées de votre plan de communication. Donc, vous voyez par ce titre, c'est donc les 9 fausses bonnes idées, les 9 idées reçues, les 9 erreurs qu'on aimerait que vous ne commettiez pas pour votre business. Et le but, c'est de vous donner, que vous fassiez le plein de bons conseils suite à notre expérience et notre expertise métier. Donc, on va commencer. Alors, on avait dit 9 fausses bonnes idées, mais là, on vous en donne une gratuite comme ça, on est sympa. Donc, tout seul, ce n'est pas possible. Ça, c'est un des fondamentaux de la communication. Il faut que vous le gardiez bien en tête. Vous voyez, nous, on est 2 fondatrices. Et en fait, on n'a pas du tout les mêmes compétences et les mêmes corps de métier, mais c'est ce qui permet d'établir la stratégie à 360 degrés. Donc, on va commencer par vous dire que vraiment, pour faire le fond et la forme, c'est difficile. C'est difficile pour une seule personne de s'occuper de tout ça. Il faut bien le garder en tête. Donc, pour qu'on se présente un peu plus, moi, ma partie dans l'agence, c'est vraiment l'image de marque. Donc, on y a regroupé tout ce qui est identité de marque. Ça, je vais vous expliquer après son utilité et son côté essentiel. L'identité visuelle, donc tout ce qui est charte graphique. Le contenu, donc le poids des mots, l'importance de l'optimisation, etc. Mais ça, bon, ça c'est une partie qu'on fait tous les deux. Et on y a mis les réseaux sociaux, donc plus en organique et l'image qui est dégagée par la partie social media. Donc voilà, et tout ça, ça sert à rien de le travailler s'il n'y a pas de stratégie d'acquisition. Et ça, c'est Clotilde qui s'en occupe. Elle peut vous en dire quelques mots avant d'aller plus profondément sur le sujet. Alors, pour la partie acquisition, ce dont on va parler, c'est qu'il existe plein de canaux divers et variés. Et c'est vrai que même déjà, à l'intérieur de ces canaux, c'est compliqué d'être spécialisé. Donc, moi, ce dont je vais vous parler, c'est tous les moyens qu'on a en place pour amener du trafic sur son site, sur ses réseaux sociaux, par la publicité ou le référencement gratuit, enfin le SEO. Et la question de se poser, voilà, moi, c'est la même chose, c'est-à-dire je vais amener plein de trafic. Je vais l'amener quelque part, mais si derrière, je n'ai pas une page qui convertit, ça ne sert à rien. Donc ça, on va le détailler en fait. C'est d'où l'importance d'allier le fond et la forme et une acquisition qui est pertinente. Et après, moi, je suis un peu titillante et on va en parler de la partie analyse, puisque derrière tout ça, c'est très bien. On met en place des gros plans de com ou des plus petits selon ses objectifs. Mais finalement, est-ce qu'on sait vraiment les résultats qu'il y a? Est-ce qu'on est capable de calculer son ROI? Donc ça, on va en parler de son importance. Et puis, on va parler aussi un peu de la partie création de site web, les erreurs à ne pas commettre quand on veut créer son site web. Voilà. Donc voilà, donc déjà, on pose les bases. Vous l'avez bien compris, ça ne sert à rien de faire le plus beau des sites s'il n'y a pas toute la réflexion autour de l'acquisition derrière. De la même façon que ça ne sert à rien de mettre X budget si les personnes atterrissent sur un… Alors, je prends l'exemple du site, sur un site qui est trop laid, quoi. Enfin, moche, voilà. Donc, on passe à la première fausse bonne idée. Donc, ma cible, c'est moi. Ça, c'est quelque chose… alors, c'est pas quelque chose qu'on entend à proprement parler, mais on le ressent. En fait, voilà, vous n'êtes pas votre cible. Vous connaissez votre produit par cœur, vous travaillez dessus depuis X années, vous avez la tête dans le guidon, comme il y a écrit. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes votre cible. Ça ne veut pas dire que vous connaissez exactement le comportement de ceux qui vont vraiment acheter votre produit ou utiliser votre service. Ça, c'est très important parce qu'en fait, c'est un mécanisme, un réflexe qu'on observe très souvent. Et du coup, en fait, ça a l'air évident, voire peut-être bête de le dire, mais il faut se poser, c'est un fondamental, il faut se poser pour savoir évidemment qui est votre cible. Donc, il y a plusieurs méthodes pour le faire. La méthode la plus simple, en fait, il faut commencer par, on prend un Word, un papier, et on écrit, voilà, vous vous adressez à qui? Est-ce que vous avez un public plutôt féminin, un public plutôt masculin? Vous vous adressez plutôt à la génération Z ou est-ce que vous parlez plus à des seniors?
B2B, B2C, online? Est-ce que ce sont des gens qui ont l'habitude, qui ne vont pas du tout sur le web, justement, mais qui seront sensibles? Voilà, est-ce que c'est local, international, etc. Et ça, en fait, on a remarqué que souvent, en lancement de projet, ben voilà, vous avez travaillé pendant très longtemps sur votre bébé, et en fait, vous oubliez de vous poser ces questions essentielles, ne serait-ce que de mettre les réponses sur un papier comme ça. Donc, il faut établir le buyer persona. Le buyer persona, c'est le profil type de votre client. Il faut en établir voilà, 4 maximum. Voilà, et c'est les 4 profils de vos 4 acheteurs, des personnes qui vont constituer en fait votre communauté. Donc, vous allez évidemment y mettre le sexe, l'âge, les passions, habitudes de consommation, etc. Donc après, ça se fait pour récolter les informations, ça se fait soit à l'ancienne, on envoie des questionnaires, des sondages, on regarde autour de nous, on étudie vraiment sa cible potentielle, on établit des profils, ou alors on peut utiliser aussi des outils plus d'analyse, on va voir les habitudes et les comportements sur le site, etc. On analyse tout. Et du coup, on établit le profil de la cible. Vous ne pouvez pas parler à tout le monde. Et en fait, de là va découler absolument tout le langage de votre communication digitale. Vous n'allez pas parler de la même façon à quelqu'un qui à des jeunes qu'à des moins jeunes. Voilà. Donc, du coup, vous allez adopter un autre langage, vous allez adopter d'autres codes. Si vous parlez à des jeunes, vous aurez plus de chances de les toucher en investissant sur TikTok, par exemple, en investissant du temps et de l'argent sur TikTok. Si vous souhaitez, si vous avez un produit adapté, alors, je parle jeune et senior, mais bon, il y a plein d'autres exemples. Hein. Si vous souhaitez parler à des seniors, toucher cette cible-là, vous aurez peu de chances de les toucher sur TikTok. Voilà, ça serait un pari osé. Mais donc voilà, donc du coup, votre cible, ce n'est pas vous. Il faut bien établir ce profil-là et vous allez gagner beaucoup de temps en sachant exactement comment parler et à qui. Voilà. Donc ça, c'était pour la première. On va passer à la deuxième fausse bonne idée. C'est de ne pas faire d'identité de marque. Donc, une identité de marque, ça ne sert à rien. Ben, c'est pas vrai. C'est une fausse bonne idée de penser ça. Donc, déjà, je vais commencer par vous redéfinir une identité de marque. Qu'est-ce que c'est? En fait, déjà, en livrable, c'est un document en Word, PPT, mais Word qu'on transforme en PDF. C'est vraiment un livrable avec du texte dessus. Et dans ce texte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'ADN de votre entreprise, de votre marque, de votre projet. Et cet ADN, donc, il est divisé en plusieurs parties. Et c'est vraiment ce qui vous représente. Donc, il y a votre mission, votre ambition, vos valeurs, le ton, la sphère sémantique, etc. Et en fait, ce positionnement, il est essentiel. Nous, ça nous arrive très souvent, on parle voilà, avec notre réseau, on voit que dans la même entreprise, 2 personnes différentes de la même entreprise ne présentent pas l'entreprise de la même façon. Voilà, il y a une personne, voilà, il y a un des boss qui va parler de lui, son ambition, c'est d'être la référence numéro 1 en Europe, et tandis que l'autre personne, c'est d'être un niveau plus local. Il faut que toutes les personnes de la même entité soient en accord avec cette identité de marque. Cette identité de marque, c'est vraiment déjà un élément très important en interne, que c'est l'ADN de votre entreprise que tout le monde doit connaître et respecter. Donc pour nous, c'est essentiel de l'établir en lancement de projet. En fait, c'est comme vous ne pouvez pas vous lancer sans savoir qui vous êtes. OK ? Et après, quand vous êtes déjà voilà, dans le business et que vous faites une refonte, c'est nécessaire aussi de le faire. Donc, à l'intérieur de ce document, il y aura votre cible que vous aurez établie, vos valeurs, votre vision, mission, positionnement, comme je l'ai dit. Et en fait, après ce document, il sera très utile déjà pour toute personne nouvelle qui rentre dans l'entreprise,
pour que tout le monde soit sur les mêmes ondes, et pour le donner à des prestataires. Voilà, vous voulez faire votre site web, ben voilà, ça c'est notre identité de marque, ça doit ressortir dans le design, ça doit ressortir dans les textes. Vous voulez créer X contenu, ça doit ressortir dedans. Cette identité de marque, ça doit respirer dans tous vos supports de com, dans tous vos contenus, dans vos réseaux sociaux. Si par exemple, voilà, vous avez brainstormé vos valeurs, bon ben voilà, tout le monde c'est humain, à l'écoute, etc. Non, vous avez travaillé votre valeur, je sais pas moi, le côté solidarité ou éco-responsabilité. Bon ben cette partie-là, c'est pas anodin, ça va se retrouver dans les posts de vos réseaux sociaux, ça va se retrouver dans la banner en haut de votre site, etc. Et donc pour qui? Tous les employés de votre société, les sous-traitants et évidemment votre clientèle. Vous n'êtes pas obligé de tout partager, mais c'est dans la page à propos que vous voyez en général cette identité de marque qui a été travaillée, qui n'a pas été faite au hasard. Et donc, le fait d'investir du temps dans une identité de marque, ça a beaucoup d'effets positifs. Vous gagnez du temps, tout le monde est sur la même longueur d'onde, et tous vos supports de com, donc des réseaux sociaux jusqu'à la newsletter, voilà, on ressent vraiment une stratégie cohérente. Il y a une cohésion entre tous les canaux. Okay, la clientèle, votre communauté, elle s'attache parce que forcément, dans le temps, vous avez une identité qui dure et qui est solide. Vous ne changez pas tous les 3 matins de logo, de slogan, de vision, un jour B2B, un jour B2C. Non, vous avez étudié votre identité et vous vous y tenez. Donc, notre conclusion, même si vous n'avez pas le temps de vous poser sur toutes les parties, faites au moins une mini-identité de marque. Nous, on appelle ça en interne un positionnement, mais dans le sens où au moins répondez de façon concise entre vous, vos associés, vos employés. Voilà, qui sommes-nous? N'hésitez pas à travailler dessus. Ok, ça, on vous encourage fortement parce que souvent, on voit que, en fait, ça fait perdre beaucoup de temps de se repositionner en cours de campagne de communication, quoi, tout simplement. On passe à la troisième. Donc, c'est un peu dans la même veine, ça fait partie de votre identité, c'est l'identité visuelle, donc pas besoin de charte graphique. Donc, c'est une fausse bonne idée. Pourquoi? Parce qu'une charte graphique est indispensable. Alors, de la même façon, on ne va pas vous parler de faire une charte graphique poussée, forcément, c'est le mieux, mais une charte graphique, c'est indispensable parce que c'est votre identité visuelle. Alors, quand je dis charte graphique, c'est vraiment les éléments précis de votre identité visuelle. Donc, quand est-ce qu'il faut faire une charte graphique? En amont. Donc, on travaille votre identité de marque et de là, en même temps ou après, il faut réfléchir à ce à quoi vous allez ressembler. Okay, donc, votre logo, vos polices, vos couleurs, les symboles qui vont revenir tout le temps. Est-ce que vous avez des filtres, où est-ce que tout ce qui a un rapport avec le visuel. Ok, évidemment, ça commence par le logo et de là en découle votre identité, mais ça peut être plein d'autres petites choses. Ok, et donc ça, c'est très important de savoir en fait on a trop vu d'entreprises qui ont 36 000 formes de logos, 36 000. Du coup, on observe un manque de cohésion entre les supports. Hein, c'est toujours la même chose qu'on dit. Mais au moins, le fait de travailler cette charte graphique, ça permet d'assurer une cohérence et c'est très important. Okay, dans cette charte graphique, c'est un document en fait où sont listées les règles, les interdictions de votre univers visuel. Okay, et ce document-là, de la même façon que l'identité de marque de l'idée numéro 2, elle sera disponible absolument pour tous les collaborateurs, les fournisseurs, les prestataires. C'est la charte graphique, voilà, vous allez faire votre site web, ou vous faites un nouvel en tête, etc. Le mieux, c'est de transmettre la charte graphique. Toutes les règles sont exposées dessus. On respecte temps de marche à gauche, à droite. On sait que quand on place le logo,
en bas de page, il doit être à droite, à gauche. Voilà, ce genre de règles-là, au moins c'est respecté, c'est écrit, c'est comme une sorte de contrat qui fait honneur à votre marque. Okay, donc, de la même façon que l'identité de marque, si au moins sur une slide, vous pouvez établir les règles de votre, ne serait-ce que de votre logo. Voilà, quand c'est en format horizontal, on met ce logo-là. Quand c'est sur les réseaux sociaux, on met ce logo-là. Quand on parle du côté éco-responsable, c'est ce picto-là qui va ressortir. Voilà, faites-vous vos propres règles, mais auxquelles vous vous tenez. Voilà pour la charte graphique. J'espère avoir été claire. Donc, les réseaux sociaux, attendez, excusez-moi, parce que je ne vois pas le titre. Les réseaux sociaux, ça ne sert à rien, et puis je peux le faire moi. Alors ça, je crois que celle-ci, c'est celle qu'on a entendue le plus souvent. En fait, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça ne sert pas toujours à quelque chose, et c'est vrai que vous pouvez le faire vous. Ça, c'est vrai. Mais attention, c'est une fausse bonne idée. Community manager, c'est vraiment un métier. C'est un métier qui évolue tout le temps. Il y a tout le temps des mises à jour. C'est un métier, en fait, il faudrait même, pour être community manager, il faudrait être deux. C'est un métier très, très compliqué, très chronophage. Donc, en fait, si de base, votre métier, si votre métier de base, c'est d'être développeur ou commercial ou quoi, non, vous ne pouvez pas faire vos réseaux sociaux vous-même. Et le côté, ça sert à rien, ça, voilà, on va mettre un peu d'eau dans votre vin, c'est pas tous les réseaux sociaux ne servent à quelque chose selon votre stratégie, en fait. En fait, ce que je cherche à vous dire, c'est que il faut, comme c'est un métier à part entière, il faut vraiment réfléchir et se poser sur votre stratégie, parce que la stratégie, elle va comporter du community management organique et du community management payant. Et les deux vont s'intermêler, quoi. Et donc ça, déjà, ça prend du temps. Les réseaux sociaux, c'est une strate à part entière. Et pour chaque réseau, parce qu'on ne communique pas de la même façon sur tous les réseaux, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes sur Facebook et sur Instagram, il y aura deux stratégies différentes. Donc, les réseaux sociaux, on va vous faire un bref rappel. À quoi servent-ils? Donc, évidemment, ils vont servir à booster votre notoriété, à booster votre visibilité et à développer une communauté. Voilà, il y a plein de stratégies possibles. Il y en a qui n'ont pas de site internet, qui ont que des réseaux sociaux, qui ont tout misé sur l'influence. Il y en a qui n'ont que des landing pages et un réseau et un site internet, mais zéro réseau social. Voilà. Mais en tout cas, ils sont quand même essentiels. Ils servent à créer du trafic, à chouchouter vos clients, à les fidéliser et évidemment en acquérir de nouveaux. Et quelque chose qu'on oublie, non, on n'y pense pas de suite, c'est la modération, c'est le côté service client, c'est tout ce qui est réponse aux commentaires, réponse aux messages privés, tout ce qui est, animation, là c'est du community management pur. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir. Tous les réseaux sociaux ne seront pas bons pour vous. Ça ne sert à rien de se mettre en effet sur tous. Il faut décider et choisir quel est le canal le plus pertinent pour vous. Okay, donc c'est pour ça qu'un indispensable, quand vous vous posez, mais même au moment de l'identité de marque, vous vous posez, vous faites le tri, vous ne vous lancez pas sur tous les réseaux à l'aveugle, ok? Et c'est parce que vous connaissez votre cible que vous saurez sur quel réseau il faudra vous mettre, ok? Il faut passer du temps pour vous former. En fait, les réseaux, même nous, hein, franchement, c'est galère. Parfois, le matin, on se dit, ça a encore changé, quoi. Et en fait, il faut rester à jour. Donc ça, il faut se former pour savoir, évidemment, faire les basiques. Un post, booster, faire une pub. Il faut être formé pour les basiques. Évidemment, toujours, prenez le temps d'établir votre stratégie social media. Prenez le temps de savoir comment... soyez curieux sur le rôle des images, sur les actus, sur les nouveaux réseaux sociaux qui sortent, quel contenu marche le mieux, etc. Et donc, évidemment, comme ça, vous gagnerez du temps et de l'argent. Voilà. Je crois que c'est le temps que je... Ah, attendez. Je passe la parole à Clotilde.
Bon, rebonjour tout le monde. Alors, moi, je vais vous parler du site internet. Alors, je suis un petit peu à chaque fois, j'attrape en disant j'ai entendu parler de Wix, c'est trop bien. Je vais me faire un site en 3 jours. Alors, déjà, je vais juste vous remettre, pour ceux qui ne se savent peut-être pas, comment est-ce qu'on crée un site internet. J'achète un nom de domaine, donc c'est le fameux nom qu'on trouve dans l'URL en haut. Je vais acheter un hébergement et en fait, je vais plugger ce qu'on appelle la plupart du temps un CMS. D'accord? Un CMS, en fait, c'est un système de site web. Un des plus connus, c'est Wix. Vous devez connaître aussi WordPress, PrestaShop. La question qu'on va se poser, c'est quel est le but de mon site? Je veux faire un site e-commerce, je veux faire un site vitrine. Et en fait, en fonction, je vais choisir le CMS qui est adapté. Donc déjà, c'est là où, première chose, effectivement, je me réfère à mon identité de marque et je me dis, bon, moi, je veux faire un site web qui est vitrine. Mais peut-être plus tard, je voudrais vendre des produits et je pense que je vais être à l'international. Pourquoi toutes ces questions, il faut absolument se les poser. Même si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave, c'est pour choisir la bonne techno. Parce que le problème, c'est que quand on choisit mal, en fait, le CMS sur lequel on va être mis, ça va être très, très compliqué de rebasculer sur un autre. Ça va vous coûter en gros très cher. Tout pour dire les choses simplement. Par contre, à l'inverse, ça ne sert à rien de se mettre une usine à gaz si finalement vous vouliez juste un site vitrine et que c'est quelque chose qui n'évoluera pas. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Il faut absolument que vous sachiez vers quoi vous tendez et que vous choisissiez bien votre technologie. Nous, en fait, la problématique, c'est que trop souvent, les gens vont un peu vite en fait et vont faire un copain ou attention, moi-même j'en ai fait pour des copains des sites, donc il n'y a pas de souci avec ça, mais qui se sont peut-être pas posé les bonnes questions et du coup en fait on se retrouve sur les mauvaises technologies. Après, quand on veut switcher, c'est très compliqué. Alors, je parle de Wix en le taquinant un petit peu parce que Wix vous sort que c'est une solution gratuite. Alors, toujours attention, hein, quand on dit que c'est gratuit, ça ne l'est pas vraiment, vous vous en doutez. C'est-à-dire que souvent, le nom de domaine, vous allez le prendre chez eux, vous allez prendre les mails chez eux. Donc, au final, voilà, vous allez quand même, ça va vous coûter un peu d'argent. Mais c'est sûr que si on veut faire un site très rapidement, par exemple, imaginons, je ne sais pas, vous avez une marque, vous voulez lancer juste un petit t-shirt collection capsule ou quoi. Oui, faire un Wix en e-commerce, il n'y a pas de souci. C'est une bonne idée parce que c'est pas, ce site, il n'a pas vocation à évoluer. Ça vous coûtera moins cher, ça sera plus facile à faire. C'est une très bonne idée. Par contre, vous êtes sur une vraie marque, vous voulez faire évoluer la chose, non. En fait, aller au moins cher, ça sera plus simple. C'est pas vrai. On va vraiment avoir une problématique derrière. Nous, on a eu le cas voilà, avec des clients où, en fait, on avait déjà un site qui avait été installé. Alors, on a bricolé jusqu'au moment où, finalement, en fait, c'était plus possible. On a dû tout refaire de zéro. Et c'était un peu crève-cœur parce qu'on ne peut jamais récupérer en changeant de solution exactement le même site. Donc, vu le temps qu'on y passe, vu le temps qu'on le bichonne, vraiment, posez-vous avec quelqu'un, posez-vous avec un spécialiste, juste ne serait-ce que pour choisir la bonne techno ou renseignez-vous, mais soyez bien sûr duquel vous voulez. Je vais prendre par exemple, vous voulez faire un e-commerce, c'est pareil. On a WheezyShop qui est très bien, on a PrestaShop, on a WooCommerce, mais tous ont des avantages et des inconvénients. Donc, c'est important de les connaître. Parce que en fonction de savoir, peut-être que je vais vouloir prendre la main dessus, faire travailler quelqu'un en interne ou pas, ça va être possible. Par exemple, WheezyShop, on a un avantage qui est vrai, c'est dans le sens où la partie technique, on ne la gère pas parce que c'est chez eux que c'est géré. Alors qu'un WooCommerce, il faudra que quelqu'un gère ma technique. Mais d'un autre côté, du coup, j'aurai plus de liberté. Voilà, c'est des choses qu'il faut sous-peser pour choisir intelligemment et ne pas y aller trop vite parce qu'une fois qu'on a choisi la solution, clairement, on est enfermé. Et par contre, il y a un truc où là, nous, on est assez intraitable et là, pour nous, c'est vraiment pas bien. En fait, vous avez les CMS donc connus dont on a parlé, donc Drupal, Magento, tout ça. Et on a les CMS maison. On en a notamment un qui est fait par exemple par Solocal, par les pages jaunes, pour citer eux. En fait, la problématique que vous avez, c'est faites très attention quand vous choisissez ce type de solution. Car la plupart du temps, vous n'êtes pas propriétaire en vérité de vos contenus. Vous n'êtes pas propriétaire de votre nom de domaine. Éventuellement, vous êtes propriétaire du nom de domaine. Mais imaginons que vous voulez partir de chez eux parce que vous voulez le garder en interne ou travailler avec quelqu'un d'autre. En fait, la problématique que vous allez avoir, c'est que le jour où vous allez vouloir faire cette bascule, ce sera déjà parfois très compliqué de récupérer vos codes. Et surtout, ils vont vous dire très bien, voici votre nom de domaine. Par contre, le contenu, vous ne l'avez pas. Et la structure, vous ne l'avez pas. Tout simplement parce que c'est leur propre CMS maison. Donc, ils ne vous laisseront jamais partir, entre guillemets, en tout cas récupérer ce que vous avez fait. Vous aurez repartir de scratch. Donc là, par exemple, oui, c'est des super abonnements à soi-disant 29 € par mois. Faites attention aux petites lignes. Ça peut encore une fois être très bon si vous êtes juste, vous voulez juste un site très géolocalisé, tout simple, que vous savez que vous ne voulez pas faire évoluer, ou vous vous dites le jour où j'évoluerai, je sortirai mon budget et je ferai autre chose. Là, il n'y a pas de souci. Mais juste, s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir si c'est un site que vous voulez évolutif, parce que le jour où vous allez vouloir bouger, c'est clair et net, vous n'aurez plus rien, il faudra tout recommencer. Et assurez-vous d'être bien propriétaire de tout. Vos noms de domaine,
Ça, c'est vraiment le plus important parce que parfois, c'est même le cas, vous n'êtes finalement pas propriétaire de ce nom de domaine. Et du coup, le jour où vous voulez repartir, ça devient très compliqué. Il y a aussi des petites solutions qui permettent de faire des sites e-commerce qui sont de la même façon. En fait, tout est sur leur contenu, tout est à eux. Et le jour où on veut basculer, on ne peut rien récupérer, ce n'est compatible avec aucune autre technologie. Si on prend WordPress, par exemple, les PrestaShop, ils nous ont quand même permis de faire des modules qui nous permettent… Alors, bien sûr, il faut tout refondre et tout, mais on arrive à aspirer certaines choses. Sur ces technos-là, autant vous dire que ce n'est pas souvent possible. Et en plus, quand on est avec un CMS maison, ce qui va souvent poser problème, c'est que si on veut faire une évolution du site, là, on va vous demander 2 000 € parce que tout simplement, le module, il n'était pas prévu dedans. Donc, c'est juste, ça peut être très bon pour vous, mais posez-vous les bonnes questions et ne foncez pas avec tête baissée dans oui, c'est gratuit, c'est génial. Non, c'est peut-être pas bon pour vous, c'est peut-être bon pour vous, mais soyez sûr de vous quand vous choisissez. Voilà, donc ça, c'était pour la partie site web. Ensuite, je vais vous parler de l'acquisition. En fait, pour faire venir du trafic, des gens sur votre site, il y a plusieurs techniques, il y en a plein. Alors, je pourrais passer des heures à en parler, mais on va déjà voir le global. Il y a 2 piliers centraux. On a ce qu'on appelle le SEO et on a ce qu'on appelle le SIA. D'accord? Alors, le SEO, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. En fait, comment ça fonctionne? Il faut vous dire que les moteurs de recherche du type Google, mais attention, il n'y a pas que lui, même si c'est 90% des recherches en France, on a aussi Yahoo, on va avoir Yandex, par exemple, en Russie. En fait, ils ont des algorithmes. Leur but, c'est que quand quelqu'un, un internaute, tape quelque chose, il donne la meilleure solution possible. D'accord? Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait un algorithme qui va donner un score de pertinence aux pages associées à des mots-clés. Et c'est comme ça qu'il va faire monter tel site ou tel site. Et en plus, hop, il me met de la publicité au-dessus. D'accord? Donc, en fait, moi, quand je vais faire ma spécialité, c'est plus le SEO. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on connaît l'algorithme parce que quand même, Google nous donne des infos sur comment fonctionne cet algorithme. Et on va utiliser des techniques pour faire en sorte qu'un site remonte sur ces fameuses requêtes. Donc, par contre, il y a beaucoup de règles. Ce n'est pas juste des mots-clés comme beaucoup de gens le pensent. C'est effectivement identifier ces mots-clés. Ça va être les travailler. Ça va être mettre des liens sur son site. Donc, voilà. Après, ça, c'est déjà au moins de bien comprendre à quoi ça sert. Et ensuite, on a de l'autre côté donc le SIA. Le SIA, en fait, c'est la publicité sur les moteurs de recherche. Et on a aussi, alors souvent, vous allez entendre parler de SEM, parce quand je vais vous parler de SIA, là, j'entends aussi la partie publicité sur les réseaux sociaux. En fait, c'est le fait d'utiliser de la publicité pour faire venir du monde sur son site. Maintenant, la question, c'est de se dire, voilà, moi, j'ai entendu parler du SEO, on m'a dit qu'il fallait absolument que j'en fasse, donc c'est parti, je vais m'y mettre, c'est bon, je vais être premier sur Robe Rouge. Ok, non. Si vous voulez être premier sur Robe Rouge, à moins d'avoir 100 000 € de budget, je vais vous dire qu'en référencement naturel, ça va vite être très, très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on va avoir du Amazon, on va avoir des énormes concurrents dessus, donc il faut avoir un site très bien fait, qui a beaucoup de budget, aussi bien backlink que contenu, pour pouvoir avoir une chance de remonter. Donc là, ce qu'on va se dire, c'est peut-être plus, tiens, je vais aller faire du SIA. Le SIA, c'est quoi? C'est je vais payer, par exemple, sur la régie AdWords, des mots-clés comme robe rouge, et je vais faire en sorte que mon site tombe dessus. Donc, vous voyez, si vous faites un petit test, là, si vous allez sur Google, vous tapez un mot, vous avez toujours une ou deux, voire même 4, 5 parfois, textes en premier où il y a écrit « annonce à gauche ». D'accord? Ça, on arrive à atteindre ces places grâce à du payant, du SIA. Donc, même si je suis premier en référencement naturel sur Robe Rouge, il y aura d'abord ces résultats. Pourquoi, en fait, c'est quand même heureux pour nous? C'est de se dire que si je me lance dans un marché qui est déjà concurrentiel, finalement, grâce au trafic payant, j'ai une solution pour pouvoir quand même mettre en avant mes offres. Alors pourtant, je suis un nouveau business, je suis un business jeune. Évidemment qu'en référencement naturel, il va me falloir du temps. Ça va être du travail de longue haleine. Je vais le faire, mais je vais le faire en parallèle. Alors que grâce au SIA, j'ai vraiment des résultats immédiats. À la différence, effectivement, la problématique du SIA, le jour où j'ai plus de budget, j'apparais plus, c'est terminé. Je paye, j'apparais, plus de sous, j'apparais plus. SEO, à l'inverse, j'ai fait ce travail de contenu pour faire monter mon site, tout ça. J'arrête parce que pendant 2 mois, je n'ai pas trop le temps ou je coupe mes budgets d'agence ou quoi. Tout ce que j'ai gagné, je vais y rester. À moins qu'un énorme concurrent va peut-être repasser, mais je veux dire, logiquement, ma position, je vais la garder. Mais en SEO, on va vraiment être dans un travail de longue haleine, alors qu'en SIA, effectivement, ça va être plutôt rapide et instantané. C'est pour ça qu'on va jauger les deux. L'un, pour moi, ne va pas sans l'autre. Et en plus, ce qui est très important de se dire, en SEO, on va beaucoup travailler aussi quand on est dans des
bah, en fait, quand on va travailler sur des thématiques ou des secteurs où finalement les gens recherchent. Parce que la problématique aussi, nous, ça nous est arrivé, voilà, d'avoir des startups qui arrivent en nous disant, voilà, moi, je veux mettre en place un énorme budget SEO. Alors oui, bien sûr, j'en suis heureuse, mais le problème, c'est que peut-être que votre produit, personne ne le connaît parce que personne ne sait qu'il existe. Donc, personne ne le cherche. Donc, si personne ne le recherche, alors je vais quand même faire un site qui est propre, optimisé pour le jour où ma techno, elle sera connue. Mais à un moment donné, il va falloir que j'aille chercher les gens pour leur montrer mon produit. Donc, c'est là que le SIA va entrer en jeu. Alors là, on ne va pas parler de campagnes de recherche comme celle dont je vous parlais, c'est-à-dire je tape le mot, j'apparais. On va utiliser des campagnes qu'on appelle de display. En fait, on va utiliser du visuel et du contenu pour aller chercher des gens, mais qui ne me cherchaient pas. D'accord? Donc, ça va être effectivement, il y a la pub sur les réseaux sociaux, mais ça va beaucoup plus loin en vérité. Donc, on a la fameuse pub sur YouTube, mais on a aussi des pubs sur Gmail maintenant qui marchent très bien. Et on va aussi avoir des pubs sur, vous voyez, les pop-up que vous avez sur les sites quand vous vous baladez. Et ça permet en fait de faire connaître tout simplement votre produit. Alors, évidemment, après, vous allez avoir une stratégie influenceur, tout ça en parallèle. Mais là, vraiment, le SIA peut vous aider et vous n'avez pas le choix. Il faut vraiment faire ça bien. Alors, le faire, mais bien et accompagné. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je vais juste vous raconter une petite histoire par rapport à ce fameux AdWords d'un client qu'on a eu, avec qui on travaille. En fait, voilà, ils ont créé un petit éditeur qui permet, avec le RGPD, de gérer toute la partie cookies. D'accord? Donc, la personne, c'était une alternante. On lui a dit, bah, occupe-toi des campagnes AdWords. Et franchement, pour avoir fait un audit avec elle de ces campagnes, elle avait fait un très bon boulot. Les campagnes étaient bien faites, elle s'était bien renseignée et tout. La problématique qu'elle avait, c'est que, n'étant pas ayant pas une énorme expérience dessus, le budget avait déjà été dépensé en grande partie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait oublié une notion dans AdWords qui s'appelle les mots-clés à exclure, c'est-à-dire qu'elle avait oublié les cookies. C'est aussi un gâteau, comme vous le savez. Seulement, quand quelqu'un cherche une recette de cookies, moi, je ne veux pas apparaître si je suis en train de donner que je veux vendre un petit éditeur qui me permet de gérer les cookies sur mon site. On est bien d'accord. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas blacklisté les mots de type recette, gâteau. Donc, en fait, elle apparaissait aussi dessus. Alors certes, on se dit, bah, les gens, ils ne cliquent pas, mais si, il y en a quand même certains qui, sans faire exprès, vont cliquer. Finalement, ça vous coûte de l'argent. Et puis, du coup, bah, ce n'est pas bon parce que vos pubs, bah, Google, il voit que les gens, ils cliquent sur votre pub, puis qu'ils partent vite parce qu'en fait, ils se sont trompés tout simplement. Et en fait, vous avez un score de pertinence quand vous faites des pubs. Donc, en fait, en plus du fait que vous ayez des mauvaises personnes qui viennent sur votre site, ça vous augmente le prix de vos enchères. Donc là, vous êtes perdant à 100%, mais effectivement, ce n'était pas volontaire, mais ça n'a pas été bien fait. Et puis, problématique aussi auquel elle n'avait pas pensé, c'est que beaucoup de gens veulent effacer leurs cookies pour certaines raisons, leurs cookies web en se disant qu'ils ne veulent pas qu'on voit où est-ce qu'ils sont allés dans leur historique. Par exemple, monsieur achète une bague pour madame pour la demander en mariage, il ne veut peut-être pas qu'après, la bague se balade sur le site, sur le PC familial et qu'elle le sache. Donc, du coup, il va taper juste « je veux cacher mes cookies ». Et bim, il tombait sur leur pub, ce qui n'avait rien à voir. Et encore une fois, il se retrouvait à payer pour ça. Donc, ce que je veux dire, c'est faites bien attention en fait aux paramètres. C'est des régies qui restent compliquées à gérer et vous allez toujours avoir quelqu'un qui va vous appeler de chez Google. Vous avez des conseillers Google, vous avez des conseillers Facebook qui vous appellent. N'oubliez pas, ce sont des commerciaux, ils sont là pour vous faire consommer plus. Donc, ils vont vous dire d'ouvrir vos campagnes, qu'il y a plein de possibilités. Parfois, ils ont de très bons conseils, parfois, ils sont moins bons. Donc, on reste… voilà. C'est juste vous pouvez vous lancer seul, mais faites-vous un minimum accompagner pour être sûr de ne pas faire ce genre de bêtises parce que moi, ça a été un crève-cœur parce que 3/4 du budget a été en fait gaspillé juste pour une histoire de petit paramétrage, mais qu'on ne pouvait pas demander à une alternante en réalité pour moi de gérer puisqu'elle a besoin d'être avec quelqu'un qui vérifie. Et du coup, ces pubs, en fait, voilà, c'était juste pour finaliser cette partie, c'est de se dire si j'ai bien fait mon identité de marque. En fait, aujourd'hui, les régies publicitaires nous permettent vraiment des ciblages ultra poussés. Je vais vous prendre sur Facebook, je peux prendre quelqu'un qui est en couple, qui habite à Paris, qui est né en décembre et qui a entre 20 et 40 ans. Donc, vous voyez, au niveau du ciblage, on a vraiment quelque chose de très puissant, surtout sur les réseaux sociaux. Donc, quand on a bien fait sa persona et qu'on a bien fait sa strat, on peut très facilement, pour des coûts par clic vraiment pas très élevés, aller toucher beaucoup de monde. En tout cas, en B2C, il ne faut pas s'en priver, ça serait dommage. En B2B, effectivement, on va avoir des CPC plus élevés, des coûts par clic, parce que si on fait de la publicité sur LinkedIn ou quoi, c'est vrai que c'est plus cher, mais on a vraiment des possibilités en fait aujourd'hui de ciblage tellement poussé que le fait d'avoir bien établi son produit, d'avoir un site bien fait, et bien derrière, ça permet d'avoir vraiment une belle rentabilité. Et j'ai oublié une petite chose qui est ultra importante. SIA, votre site est-il prêt là, qui est dans la présentation? Nous aussi, on a un gros problème. Souvent, les gens arrivent pour faire de l'AdWords, mais leur site n'est pas prêt. Qu'est-ce que j'entends par là? Moi, je ne veux pas faire de campagne sur des sites qui ne convertiront pas.
Voilà. Vous payez une régie, vous payez un clic, mais il tombe sur une page qui ne me donne pas envie, où je sais que je ne vais pas convertir. Finalement, en fait, on est obligé de refaire une landing page en plus ou de retravailler le site parce que on ne met pas un budget de pub sur un site qui n'est pas prêt ou qui ne va pas convertir. C'est hyper important. Ça, vraiment, j'insiste beaucoup parce que trop souvent aussi, on se retrouve avec des campagnes, on dit ça ne marche pas. Oui, enfin, si ça ne marche pas, c'est peut-être parce que on a fait venir pourtant la cible, on a un produit qui est censé lui correspondre, mais bon, le site, par exemple, il ne marche pas bien sur le téléphone, alors qu'on en B2C, donc si on est sur les réseaux sociaux, automatiquement, les gens ils vont tomber sur le responsive, ou ce n'est pas très clair sur ce que je vends, ou je veux m'inscrire, ça devient très compliqué. Voilà, d'où l'importance du coup de vous être bien posé sur votre site web à la base, parce que ne mettez pas des fortunes dans l'AdWords si finalement votre page de destination, elle ne convertira pas. Voilà, donc ça, c'est très important. Et donc, justement, on va parler du tracking. Alors, le tracking, qu'est-ce que c'est? Le tracking, c'est le fait de suivre ce qui se passe sur ce fameux site web. Pourquoi j'insiste énormément là-dessus? Trop souvent, on se dit, voilà, j'ai fait une campagne de mailing, une campagne de pub pour la Saint-Valentin, plus j'ai mis renfort de trucs de com un peu partout, d'outils, tout ça. Et puis, ouais, j'ai fait plein de ventes. OK, super, c'est génial. Elles viennent d'où ces ventes? C'est quel canal qui a fonctionné? Je sais pas, moi, la news, j'ai eu 2000 clics, la pub, 300. Ok, super. Donc ça, c'est top. On a ces infos. Mais maintenant, concrètement, c'est grâce à qui que j'ai vendu? C'est que grâce au tracking que je vais le savoir, ça. Parce que vraiment, il faut pas, on peut être hyper surpris. Il y a des campagnes qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moins. On n'arrive jamais, on tâtonne en fait. On va tester une publicité Facebook, on va tester une publicité LinkedIn. Bien sûr, quand on a bien fait son identité avant, que son persona est très clair, on va logiquement choisir très vite les bons canaux. Mais parfois, on va avoir des surprises dans le sens où des choses qu'on pensait moins marcher marchent mieux ou à l'inverse. Et du coup, ce qui est important, c'est de se dire maintenant, mais moi, je veux savoir vraiment concrètement ce que je fais, qu'est-ce que ça me rapporte et comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que je fais? En fait, je mets des traceurs sur mon site web, par exemple au moment de l'inscription à une newsletter, parce que je fais une campagne là-dessus, ou j'ai fait un formulaire de contact, ou j'ai fait un achat. Et en fait, derrière, ça va me permettre de me dire, OK, j'ai envoyé une newsletter, derrière, j'ai vu que ça m'avait généré tant de chiffres d'affaires, ou j'ai fait une publicité sur les réseaux sociaux pour que les gens s'inscrivent à ma newsletter, ça m'a ramené tant d'inscrits. J'ai besoin de savoir d'où ça vient. Ne restez pas dans le vague parce que trop souvent, on se dit « ouais, je vois que ça a plus d'activité », mais vous n'êtes pas capable d'identifier exactement ce qui s'est passé. Et surtout, dans le cas où ça ne fonctionne pas, ça nous permet de savoir en fait le parcours qu'ont suivi les gens sur votre site. Peut-être qu'on va se rendre compte que, je dis n'importe quoi, vous avez fait une pub Facebook, en fait, ils cliquent et allez savoir, les gens cliquent énormément sur le téléphone parce qu'on le sait, ça, on va savoir de quel canal ils viennent. Et puis, en fait, ils partent direct parce que votre site, ça ne marche pas bien, cette page-là, en tout cas, elle n'est pas top. Bon, on va peut-être se dire, c'était peut-être ça le problème, on va changer la page de destination et on va faire une petite page vraiment pour le téléphone et on va faire en sorte de voir si derrière, ça marche ou pas. Ou en fait, ils sont tous venus sur mon site, ils ont vu cette belle page d'accueil, ils se sont baladés, le produit leur a plu, ils sont allés sur le formulaire d'inscription. Et puis là, je ne sais pas, il y a 60% des gens qui partent. Peut-être qu'on va se dire que le formulaire d'inscription qui a 30 champs, ce n'était pas une bonne idée. Qu'il fallait peut-être faire un formulaire d'inscription qui avait 4 champs et que c'est vraiment ça qui a posé problème. En fait, on va vraiment analyser ce parcours et on va pouvoir savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et si ça ne fonctionne pas, où ça a pêché. Si on n'analyse pas, en fait, trop souvent, on se retrouve avec on a une idée, on voit que. Et ce n'est pas parce que Mailjet, Mailchimp ou Facebook vous dit que 400 personnes ont cliqué, que 400 personnes sont vraiment venues sur votre site web. Ils ont pu cliquer par erreur et partir, vous l'avez sûrement déjà fait vous-même, ou ils ont pu rester 1 seconde et demie sur votre site web. Vous devez savoir ce qui vraiment derrière se passe. Voilà, donc c'est hyper important de traquer et ça permet surtout alors quand on commence à avoir des budgets de publicité un petit peu importants, de vraiment mettre le doigt sur les publicités qui fonctionnent le mieux et de calculer ce fameux ROI. Le ROI, c'est le retour sur investissement. En fait, de se dire, voilà, j'ai mis, je sais pas, 200 € pour mes produits de Noël sur Facebook, ça m'a rapporté 1 000 € d'achat, d'accord ? Donc, je sais que mon panier de moyens, il est temps. En fait, nous, on a des calculs qu'on peut trouver sur Internet très simples. On va calculer son ROI et on va se rendre compte que c'est rentable. Si c'est rentable, je ne vais plus mettre 200 €, je vais mettre 2 000 €, 4 000 €. Je vais y aller, en fait, puisque je suis rentable. Jusqu'à, évidemment, je vais vérifier tous les jours que je ne me suis pas trop emballée, que ce n'était pas un panier à 900 €
qui m'a fait ces stats, je réfléchis, voilà, il faut les analyser intelligemment, pas juste s'arrêter à ça, mais ouais, je vais analyser ça. Et en fait, peut-être que je me rends compte qu'il y a des canaux d'acquisition qui sont tellement rentables que bim, je vais ouvrir les vannes. Et en fait, ça, je ne peux le savoir que si j'analyse. Et trop souvent, vraiment, c'est pas fait. Voilà. Donc, vous seriez étonné de grandes entreprises qui n'analysent pas, alors que des petites très malines ont déjà mis leur petit traceur en place et ça fonctionne très bien. Donc, voilà pourquoi le tracking, c'est très, très important. Et pour finir, l'automatisation. Alors ça, c'est pareil. Je vais tout automatiser comme ça après. Moi, le client, il s'inscrit, bim bam, il reçoit un autre mail 2 jours après, je le relance et tout. Alors oui, en vrai, c'est une bonne idée, l'automatisation, dans le sens où on en fait, c'est très malin pour faire gagner du temps. Mais l'automatisation, il ne faut pas la faire à toutes les sauces parce que c'est devenu un peu trop mode. Donc, on se retrouve avec trop de gens qui veulent absolument automatiser. Et surtout, on n'automatise pas n'importe comment. C'est-à-dire, si vous décidez de mettre en place de l'automatisation, faites-le malinement. Vous avez un e-book, par exemple, je vais le télécharger. Je pense qu'on a tous fait cette expérience. Hop, 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 j'inscris, je reçois mon e-book. 2 jours après, je reçois un mail en me disant « Il t'a plu mon e-book? Est-ce que tu voudrais savoir mes services ?» Et effectivement, nous, on va créer des scénarios. Il a cliqué, il n'a pas cliqué, on envoie ça, et on fait des branches. Dans ce genre d'opération, l'automatisation est très maligne et très bonne. Par contre, quand on peut aussi automatiser une partie de son process client. Parce que souvent, on se rend compte que les commerciaux, ils nous le disent, surtout dans les ETI où on travaille, ils perdent beaucoup de temps à rappeler les clients, savoir ce qui s'est fait. Donc, l'automatisation peut nous permettre de leur faire gagner du temps pour éviter de perdre trop de temps dans ces mails de relance un peu redondants où il ne s'est pas connecté, il est inactif, voilà, je vais le relancer, ce genre de choses. Mais pour le mettre en place, ce qui est hyper important, c'est qu'il faut que l'équipe commerciale, l'équipe de la relation client, l'équipe technique et marketing travaillent ensemble, s'il vous plaît. Parce que c'est le commercial qui a le client au bout du téléphone. C'est la relation client qui sait ce qui se passe et pourquoi il décroche la plupart du temps. C'est la technique qui va mettre en place et c'est le marketing qui va rendre ça joli. Si les 4 ensemble se mettent en place pour se dire, voilà, dans le parcours client, je pense que c'est à tel moment, la technique dit, bah oui, mais alors nous, on va pouvoir plutôt là ou là. C'est en se mettant tous ensemble et en brainstormant ensemble que vous arriverez à faire une automatisation ultra pertinente. Par contre, si c'est le marketing qui arrive comme une fleur et qui vous dit, là, on automatise ça, clairement, le commercial, il ne va pas être très content. La relation client, elle va dire, OK, bah, il m'envoie des mails, moi, je ne suis pas trop au courant, je ne comprends pas trop comment ça marche. Il ne faut pas. Ça, c'est vraiment l'automatisation, on le met en place que quand tout le monde est ensemble pour le faire. Et ensuite, on n'en abuse pas non plus parce qu'effectivement, comme c'est du gain de temps, on se dit, ah bah voilà, relance de panier, parcours client, on va automatiser tout ça. Super, mais n'oubliez pas, surtout en ces temps actuels, l'humain, il est hyper important. Avoir quelqu'un au bout du fil, ça reste quand même super important. On en a un peu tous marre de ces services où pour joindre quelqu'un, c'est très compliqué. Donc, si vous automatisez beaucoup, rendez votre site hyper humain. Et il y a un chat, et il y a un mail, et il y a un téléphone très accessible et pas caché dans la 15e page, et pas un ticket de support où je vous réponds quand j'ai le temps. C'est hyper important. Sinon, vraiment, derrière, on va vous associer à un service qui n'est plus humain. Et ça, c'est pas bon. Parce que c'est vraiment... on s'attache en fait à nos marques. Moi, je suis attachée à ma marque de mailers préférée. Je suis attachée à ce genre de choses. Et par contre, d'ailleurs, celle que j'aime beaucoup en mail, automatise tout et fait trop de tickets. Je peux joindre personne quand je veux. Et du coup, ça fait que j'ai envie d'en changer aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire, c'est vraiment important. Automatisation, oui, mais n'allez pas trop loin. Et choisissez Clotilde, bien il y a votre une outil. Donc ça, question. c'est un peu la même chose. C'est le même warning que pour les CMS. Une fois qu'on automatise, on ne peut pas partir comme ça. Si j'ai automatisé par exemple avec Mailjet, j'ai mis mes traceurs partout sur Mailjet. Ma technique ne peut pas arriver demain et me dire non, mais moi, j'en veux plus, on passe avec Sendinblue. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. OK? Donc, ça, c'est pareil. Choisissez bien celui qui vous correspond. Si par exemple, vous utilisez HubSpot, donc HubSpot, je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est un CRM. Donc, ça veut dire que ça gère tous vos clients, ce genre de choses. La problématique qu'on va avoir avec HubSpot, c'est que comme on met justement ses clients, son CRM dedans, le jour où on va en partir, on ne peut pas trop parce qu'on a tout dedans. Donc, on le choisit intelligemment. Parce que, encore une fois, sinon, une fois que c'est choisi, c'est choisi. Votre abonnement, il faudra le continuer parce que vos clients, ils seront dedans. Donc, c'est vraiment de bien se poser. N'allez pas trop vite. Si vous n'aimez pas telle ou telle chose, par exemple, Mailchimp, ça va être plus en anglais. Mailjet, c'est français, donc vous aurez plus de français. Si vous êtes très à l'aise avec l'anglais, du coup, aucun souci pour aller sur Mailchimp. Si ce n'est pas le cas, vaut mieux un peu de Mailjet. Il faut se poser les bonnes questions et choisir celui qui vous correspond.
Et pas de bots si vous n'avez pas de Clotilde, technique, ça c'est pareil. On a pas mal de, on peut mettre en place assez facilement des bots aujourd'hui sur ces sites de messages, ce genre de choses. Mais trop souvent, c'est pas très bien fait. Même des grosses entreprises de type Mythique, pour ne citer que, se sont un peu frottées et piquées parce que c'était pas très bien fait. Donc voilà, on se lance là-dedans, oui, mais on s'y lance bien. Et voilà pour la partie automatisation. alors il y a une question, Clotilde. De Léonard. Que conseillez-vous comme bonne pratique de tracking de campagne SEA sur Google Analytics? Est-ce que tu peux passer là? Il y a une question? Ah pardon, excusez-moi. Alors, Tu l'as répété, Solène? oui, je la répète, de Léonard. Que conseillez-vous comme bonne pratique de tracking de campagne SEA sur Google Analytics? Alors, conseil comme bonne pratique de tracking. Alors en fait, ça c'est dans Google Analytics, on a déjà pas mal d'infos qui sont mises. Effectivement, vous savez, sur le côté, vous avez dans l'acquisition, vous avez vos campagnes AdWords, qui vous donnent déjà pas mal de data. Alors, ce qu'il va falloir, en fait, tout dépend de votre campagne. Est-ce que Léonard, vous pouvez me dire quel type de produit? On est sur de la vente e-commerce, on est sur du B2B avec des inscriptions. Ça va dépendre un peu de ça en fait. Ce qu'il va falloir surtout, c'est mettre en place des conversions. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place des objectifs de conversion. Donc, vous posez la question de à quel moment votre visiteur ne devient plus anonyme, mais va devenir une personne pour vous. C'est-à-dire que vous allez avoir par exemple son mail, son téléphone ou son numéro pour raison X ou Y. Par exemple, c'est un formulaire d'inscription ou c'est une inscription à une newsletter. En fait, du coup, ce n'est plus juste une personne qui est venue sur votre site, c'est quelqu'un que vous identifiez, que vous pouvez relancer. Pour moi, c'est à ce niveau-là qu'on va décider que ça, c'est une conversion, donc par quelque biais que ce soit. Et en fait, on va mettre un traceur de conversion dessus. Donc, on a un outil qui s'appelle Google Tag Manager qui permet de mettre en place des balises de tracking, en fait. Donc là, il faut se faire, si vous avez un développeur ou quoi, il saura très bien l'installer facilement. Et en fait, on met des traceurs sur ces endroits, en fait, du parcours client. Et derrière, ça permet d'avoir tout simplement, moi, je sais que j'ai mis tant de budget. Je sais que mon coût d'acquisition de mon client, il est de temps. Il faut que je l'ai calculé avant, hein, en prenant bien en compte, voilà, mon client chez moi, il reste en moyenne peut-être 1 an. Son panier moyen de temps, il va acheter 3 fois par an. Je fais ce calcul et je me dis, bon, par exemple, je veux bien payer 50 € pour l'avoir. C'est mon prix d'acquisition plancher. Et après, en fait, ce que je fais, c'est qu'à partir du moment où j'ai son mail, je vais considérer que je l'ai converti. Ça veut dire que c'est devenu un lead, un vrai lead que j'ai. Et après, il faut que je sache aussi le pourcentage de ces leads, combien devient un vrai client. D'accord? Donc, c'est un petit peu de maths, mais une fois que j'ai bien posé mon truc, je sais. Et derrière, après, en fait, ça me permet de savoir mon budget, s'il est bon, si je rentre dans mes frais et de pouvoir monter, baisser mes campagnes. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais… Si, c'est très clair. Je pensais aussi, quand on met par exemple en place une campagne SEA, on va dire sur du B2C pour un produit. Donc, par exemple, si on fait une campagne SEA sur Facebook, Instagram et compagnie, on peut indiquer des URL. Là, comment finalement savoir les personnes qui vont qui vont recevoir cette publicité, vont cliquer dessus. Donc, quelle est la bonne pratique à ce niveau-là? Peut-être que dans l'URL, il faut mettre un petit code pour reconnaître ensuite sur Analytics. Tout à fait. Vous allez utiliser ce qu'on appelle l'onglet campagne dans Analytics. En fait, vous allez mettre un traceur qu'on appelle un traceur UTM. Vous utilisez l'UTM Tracking Tool de Google qui est gratuit. C'est hyper simple en fait. Vous savez, souvent quand vous cliquez dans des news, on clique puis il y a point d'interrogation UTM, tout ça. Et en fait, l'avantage, c'est que du coup, comme les gens tapent sur ce lien au niveau des cookies. En fait, quand je vais dans acquisition campagne dans Analytics derrière, tout simplement, tous ces gens-là sont rangés dans une même base. Je clique et j'ai exactement les conversions associées. Il suffisait juste de mettre ce petit traceur. D'accord. Et vous pouvez le mettre partout, en fait. Nous, en vérité, on le met aussi dans nos newsletters, on le met partout. Imaginons, vous faites, on va prendre un exemple, vous faites une campagne pour la Saint-Valentin en B2C, d'accord? Vous avez vos produits, vous avez décidé de faire une campagne mailing, une campagne Facebook, plus, je sais pas, un article de blog et quelques influenceurs. En fait, vous allez mettre le même nom de campagne à tout le monde dans ce traceur UTM que vous allez appeler Saint-Valentin et vous allez juste changer le canal. Ça vous permettra d'avoir derrière, en global, tout ce que cette campagne vous a rapporté. Et après, vous pourrez même filtrer par canal et savoir quel canal a rapporté combien. Et c'est là où ça nous permet en fait d'identifier le canal qui a été le plus rentable derrière. Alors, on a toujours un peu de perte parce que malheureusement, les gens ils peuvent avoir cliqué sur votre UTM, puis après, ils reviennent ailleurs ou quoi, mais ça donne quand même vraiment une sacrément bonne idée de ce qui a rapporté ou pas. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi trop peu de monde sont au courant de ces traceurs qui sont complètement gratuits et que même un stagiaire peut installer en 3 minutes.
C'est peut-être parce que c'est pas évident, l'interface de Google Analytics à première vue. Oui, alors ce Voilà. lien, alors vous savez quoi, je vais vous le donner parce que c'est même pas dans Google Analytics, donc vous n'avez pas besoin de donner un accès Analytics, juste d'expliquer. Je vous le mets pour tout le monde dans là. Le voilà. Voilà, vous allez voir, c'est hyper simple. On met son URL, le nom de la campagne, ça vous génère le petit bout de traceur. Ok, bon, super, merci pour le lien. De rien. Et il nous reste une dernière fausse bonne idée. D'ailleurs, Clotilde, tu parlais de stagiaires. On leur rend honneur hein, parce qu'ils nous aident bien. Si tu veux. Oui, bah voilà, c'était juste nous, ce qui est très important pour nous, c'est que je vais embaucher un stagiaire, il s'occupera de ma com. Bon, pour l'avoir vécu dans nos études aussi, éventuellement, ou en tant que même responsable de stagiaire, attention, dans le sens où ils ont beau être très volontaires, avoir très envie et tout, un stagiaire ne peut pas justement, la problématique dont on a parlé pour les cookies, c'était une alternante, elle était pourtant très douée et aujourd'hui va très bien, mais on ne peut pas la mettre responsable de budget publicitaire comme ça et s'attendre derrière à ce que ça soit aux petits oignons. Donc voilà, nous, on tient à dire c'est génial, un stagiaire. Ça leur apprend beaucoup de choses. Mais si vous-même n'êtes pas communicant, marketeur, juste faites attention qu'ils soient bien accompagnés à côté pour faire ce qu'ils font. Ils ne sont pas là pour faire vos réseaux sociaux alors qu'ils n'ont jamais touché avant niveau strat, mettre en place votre identité. Voilà, ils sont là pour vous aider, mais ils doivent être aussi eux-mêmes accompagnés. C'est important. C'est le petit final. Voilà, donc on a fini cette présentation. On espère que ça vous a plu. Merci beaucoup pour votre attention. Là, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail si vous voulez qu'on vous envoie la présentation. OK. Et je ne sais pas, peut-être que je te repasse la main, Solène. Oui, merci. Je suis en train de répondre à Jérémy. Je mets le lien du replay dans le chat. Ah, pardon, je le mets à tout le monde. Moi, Jean-Jacques. Voilà, donc vous pouvez revoir toute la visio sur www.upe06-replay-visio-conférence. Elle sera disponible à partir de lundi. Donc, vous pourrez revoir tout ce qui vient de se dire. Vous avez les coordonnées de Jade et de Clotilde qui viennent d'apparaître. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Vous pouvez les poser maintenant directement si vous voulez. Oui, alors pour ceux... Oui. Bonjour Jacques. Bonjour oui. Tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était très intéressant. Moi, je suis sur le point de faire un petit site. Et la question des trackers, je trouve, est très intéressante. Enfin, pour les gens qui ne sont pas trop éduqués, de voir que c'est possible de suivre d'où viennent les visiteurs sur votre site et après comment ils naviguent dedans. Avoir cette information, c'est a priori vachement intéressant pour pouvoir s'améliorer et se concentrer sur ce qui est rentable, entre guillemets. Et du coup, je me pose la question, est-ce qu'on peut mettre des trackers sur des sites qu'on fait avec des plateformes comme on parlait de Wix tout à l'heure, je crois. Moi, j'avais essayé avec Jimdo aussi de faire un petit site rapidement. Est-ce qu'avec les différentes plateformes, on peut inclure des trackers ou est-ce qu'il y en a avec lesquels on ne peut pas? Alors non, on pourra toujours. La problématique, c'est quand vous êtes sur des versions gratuites, parfois par exemple de WordPress, on ne peut pas accéder au code source, donc on ne peut pas mettre le tracking de Google Analytics, effectivement. Par contre, si vous êtes sur un WordPress qui n'est pas spécialement payant, mais c'est-à-dire juste le nom de domaine est à vous et que vous avez fait une installation propre, là, vous pourrez mettre le traceur sans problème. C'est juste de bien avoir un accès au code source de votre site ou qu'il y a un module accessible, comme dans Wix, il y en a un d'ailleurs, pour mettre le tracking de Google Analytics. Une fois que le traceur de Google Analytics est mis, en fait, l'UTM, vous n'avez même pas besoin de l'intégrer dans votre site. Si vous allez juste le rajouter à vos campagnes derrière, il n'y aura pas de problème. Mais il faut pouvoir avoir mis le traceur à la base de Google Analytics. Franchement, dans 95% des cas, c'est possible, mais vérifiez bien avant parce que justement, moi, j'étais un peu étonnée là pour un WordPress gratuit.
Bref, qu'on a fait monter à des étudiants. Et en fait, malheureusement, ils ne peuvent pas mettre de traceur dedans parce que il faut payer pour ça. Donc, c'est fait exprès. Hein. Mais voilà, c'est pour ça que le gratuit a des limites. Mais si ils ont installé, juste certains ont acheté leur nom de domaine, ont pris leur petit serveur, ont mis leur site, ce qui leur coûte 70 € par an, hein, là, ils peuvent le mettre, il n'y a pas de problème. Génial. OK. Voilà. Merci. Il n'y a plus qu'à alors maintenant. C'est parti. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut peut-être enlever la présentation, sinon. Tout a été très clair. Ah bah tant mieux. Parfait. Merci. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, on va vous souhaiter une excellente journée. Vous avez les coordonnées de Jade et Clotilde si vous avez besoin, ou moi je peux vous les transmettre si vous en avez le souhait. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Elles peuvent remettre leur petite adresse mail peut-être dans le chat. Ouais. Et puis, on va vous souhaiter une très belle journée. Merci d'avoir participé ce matin. Vous étiez un peu plus de 32 participants, donc c'est très sympa. Et puis, je ne vais pas vous souhaiter une belle journée ensoleillée parce que c'est foutu. Hein. On l'a ensoleillé. Ah non, mais là, il y a le tonnerre et tout maintenant. Hein. Ah, mais c'est Saint-Laurent, ça. Bon, merci beaucoup. Merci à tout le monde pour votre attention. Et à bientôt peut-être alors. À bientôt. Un jour, pour l'événement UPE. Oui. Ouais, c'est clair. Ah on a hâte. Hein. La galette peut-être, je sais pas. Même pas, on a dû la nuit. Je suis dégoûtée. On peut même pas la faire jusqu'au 20 janvier. Interdit. C'est le 2 février là. Non, la galette c'est le 6 janvier. Oh, la chandeleur, la vache. Oui. Ouais, les galettes, les crêpes, c'est pareil. Tant qu'on voilà, merci Jade. Pour l'instant, on maintient toujours les crêpes, la chandeleur, mais la galette, c'est foutu. Hein. Bon, je voulais dire, on se voit à la chandeleur. Alors. Voilà. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Au revoir, bonne journée.